L'Institut climatique du Canada publiera demain son 4e rapport en 2 ans consacré au coût des changements climatiques. En analysant les répercussions macroéconomiques, les chercheurs concluent que l'économie canadienne est vulnérable au réchauffement de la planète. Pour nous en parler, je reçois Julien Bourque, associé de recherche à l'Institut climatique du Canada. Bonjour, Monsieur Bourque. Bonjour. Alors, lorsqu'on regarde tout ça, on voit vraiment, ce n'est pas abstrait, les répercussions des changements climatiques. Qu'est-ce que vous observez concrètement? Non, effectivement, je pense que les données qui ont été présentées, c'est exactement ça qu'on peut s'attendre. Dans le rapport, on voit très bien que dès 2025, on aurait 25 milliards de pertes de PIB en croissance économique. Pour donner une idée de grandeur, ce serait tout ce qu'on a eu comme sinistre en 2021, donc une année en seulement, donc d'ici 2025. Donc, c'est très réel, c'est très présent, puis il faut agir rapidement en s'adaptant, puis en diminuant les gaz à effet de serre rapidement. Donc, des coûts pour les gouvernements, pour les ménages aussi, j'imagine? Surtout pour les ménages, en fait. Ils sont pris un peu entre les deux, où ils subissent les coûts directement. Donc, les gens qui ont perdu des choses pendant les inondations doivent payer une partie de la facture, même si l'assureur va en prendre une partie. On peut penser aussi au coût des premiums d'assurance qui vont augmenter alors que les risques augmentent. Mais en plus de ça, ils sont pris aussi on parlait des impacts mondiaux où les chaînes d'approvisionnement sont touchées. Donc, ça se traduit par des coûts plus élevés. Donc, on le voit maintenant, mais ça risque d'empirer avec ces effets-là. On pense aussi à des pertes d'emplois. Alors que la productivité diminue, les entreprises ont de la difficulté à investir. Donc, c'est ça aussi. Et puis, finalement, c'est les taxes aussi qui vont augmenter parce que toutes ces rues, tous ces bâtiments publics, les gouvernements n'auront pas le choix d'augmenter les taxes pour payer la facture, finalement. Pour reconstruire, exactement. En fait. Quelles sont les catastrophes naturelles qui risquent d'impacter le plus les finances au Canada? Bien, en termes de catastrophes, ce qu'on a vu en Colombie-Britannique, par exemple, l'année passée avec l'inondation qui était du jamais vu, c'est très dommageable. Les plus importantes, c'est vraiment les inondations. Dans le rapport, ce qu'on a regardé, c'était vraiment les impacts de la diminution de productivité, par exemple, mais aussi des catastrophes naturelles. Puis c'est vraiment ça qui va venir qui va venir saper le plus le PIB, puis éventuellement, effectivement, affecter les ménages aussi, là. Est-ce qu'il y a des régions du pays qui sont plus vulnérables que d'autres pour les prochaines années? Oui, malheureusement, le nord du Canada, les territoires et puis le Nunavik, de par la fonte du pergélisol, les bâtiments, les routes, les aéroports vont être très affectés. Et puis, comme il y a moins de redondance, c'est-à-dire que s'il y a une route qui ferme dans le nord, c'est pas comme ici, c'est beaucoup plus dommageable. C'est peut-être une question de vie ou de mort très rapidement. Ensuite, on a l'Alberta, comme on a vu, qui ont subi les plus grandes pertes à travers cette tempête de grêle. Il y a eu les feux de forêt à Fort McMurray, mais aussi les grandes inondations. Donc, tout ça se traduit. Si ça continue comme ça dans le futur, là, ils vont vraiment en prendre beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour s'adapter, pour prévoir tout de suite, pour limiter les dégâts futurs? Bien, ce qu'il faut faire, entre autres, je dirais la première chose, c'est de divulguer les risques physiques. C'est très important. Donc, d'arrêter de construire dans des zones inondables, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises de construction, de développement immobilier ou des entreprises qui construisent des manufactures qui les construisent dans des endroits qui sont à risque. Donc, de savoir où le risque se situe, éventuellement où les investissements vont aller aussi, ça va permettre de construire davantage de résilience et moins de risques. Mais évidemment, les gouvernements aussi, tous les paliers de gouvernement, doivent prendre en considération les coûts des changements climatiques, mais aussi les bénéfices de l'adaptation pour avoir vraiment une idée réelle de où l'argent s'en va, que ce soit dans des politiques en santé, en infrastructure ou que ce soit des programmes de financement. Donc, tout ça est important. Concrètement, ce qu'on a vu, ça peut être très simple, comme changer les bitumes, par exemple, dans l'asphalte pour qu'ils soient en mesure de supporter une chaleur plus élevée pour limiter les coûts de maintenance qui vont augmenter à la mesure que les changements climatiques s'opèrent. Parce qu'on voit clairement dans votre rapport qu'investir tôt, ce serait rentable. Non, exactement. On voit un retour sur investissement de 13 à 15 $ pour chaque dollar investi. C'est quand même beaucoup, ça, c'est surprenant. Énorme. C'est énorme. Puis le premier 5 $, c'est sur les coûts directs, donc, comme je parlais des coûts de maintenance, par exemple. Et puis un 10 $ supplémentaire de retour, alors que cette adaptation-là va se réverbérer dans l'économie où on va limiter les pertes de temps, par exemple, dans les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement. Donc, voilà. Un des éléments sur lesquels il faut vraiment travailler, c'est diminuer les GES. Il y en a été beaucoup question au cours des dernières semaines. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que les plans que vous voyez sont assez ambitieux?
Dans la mesure où chaque degré se traduit par des millions de dollars de dommages, et il ne faut pas oublier, c'est des drames humains aussi avant tout, c'est des gens qui perdent tout puis qui perdent même leur vie. Je pense qu'on n'en fait pas assez, mais il faut en faire beaucoup plus, puis il faut le faire rapidement. Puis on ne peut pas faire seulement de l'adaptation ou seulement de la diminution des gaz à effet de serre. Il faut absolument faire les deux parce qu'on ne s'en sortira pas. Vos recommandations interpellent beaucoup Ottawa. Qu'est-ce que les provinces, les municipalités peuvent faire? J'imagine qu'ils ont un rôle aussi à jouer. Oui, effectivement, chacun des paliers de gouvernement a différents leviers. Au niveau du fédéral, par exemple, il y a la stratégie nationale d'adaptation qui s'en vient. C'est un premier pas, mais il va falloir rapidement opérationnaliser tout ça. Donc, le fédéral a beaucoup d'argent à dépenser, évidemment. Au niveau des provinces, on peut penser à l'aménagement du territoire qui peut avoir des impacts sur l'adaptation et la diminution des gaz à effet de serre. Puis les municipalités, étant propriétaires de 60 des infrastructures au Canada, vont avoir besoin de support, évidemment, financier des provinces pour être en mesure, d'une part, de maintenir les infrastructures pour que ce soit soutenable, mais aussi de les adapter là, à ce qui s'en vient. Merci beaucoup, M. Bourque, d'avoir été avec nous. Je pense que c'est un sujet dont on va encore beaucoup parler au cours des prochains mois, des prochaines années. Merci.